les techniques de la thérapie cognitivo-comportementale. Bienvenue sur cette chaîne, encore une fois de plus, je vous accueille avec joie. Je vais vous demander de vous abonner si c'est votre première fois ou si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné. Et laissez-moi un j'aime, let's go, pour les techniques de la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, il faut savoir que, je le répète encore, ce ne sont pas les techniques que nous apprenons dans la thérapie qui vont soigner en fait la personne. La première des choses, la plus importante, l'alliance thérapeutique, j'ai déjà parlé de ça. Alors, quelles sont les techniques que nous employons, nous utilisons dans la thérapie cognitivo-comportementale? Je n'ai pas donné je ne vais pas vous donner toutes les techniques qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale parce que c'est énormément beaucoup et on ne peut pas terminer ça en quelques minutes de cette vidéo ici. Mais je vais vous présenter ceux qui sont plus utilisés en thérapie cognitivo-comportementale et qui aident vraiment les personnes qui souffrent des maladies. Ça peut être des maladies mentales ou d'autres troubles, d'autres maladies en fait psychosomatiques. Alors, il y a parmi ces techniques, c'est au thérapeute et au psychologue de voir ce qui va marcher avec son patient ou non. Et je ne vais pas parler aussi de leurs indications ici pour dire que, par exemple, cette technique ici, vous allez l'utiliser lorsqu'il y a tel problème. Mais vous-même, vous allez comprendre lorsque je vais vous expliquer que ça ici, ça va très bien marcher avec tel type de patient, telle personne, tel... Bon, en fait, chaque thérapie est personnalisée. Comme j'ai parlé de l'analyse fonctionnelle dans l'autre vidéo où j'ai parlé des thérapies cognitivo-comportementales. Si vous n'aviez pas vu ça, je vais mettre ici. Vous pouvez toujours la regarder parce que l'analyse fonctionnelle, c'est ce qui va vous aider donc à personnaliser votre thérapie, les techniques que vous allez utiliser lors d'une thérapie cognitivo-comportementale. Alors, allons-y avec la première technique. La première technique, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale. Alors, l'activation comportementale, vous allez voir que c'est une sorte d'activer, activer les gens à agir, pousser une personne à agir. La plupart des temps, l'activation comportementale, c'est pour les personnes qui sont déprimées, les personnes qui présentent la dépression. La plupart des temps, ce sont des personnes qui restent au lit, ils n'ont pas ces plaisirs-là dans ce qu'ils faisaient. Ils ne veulent pas faire quelque chose. En fait, lorsqu'ils sont malades, ils se sentent désespérés à tel point qu'ils n'aiment rien faire. C'est pour cette raison-là qu'est née cette technique ici de l'activation comportementale. Il s'agit d'activer la personne à agir et à faire quelque chose. En fait, la plupart du temps, pour appliquer cette technique, c'est facile. Il faut d'abord connaître comment la personne est en train de passer sa journée. La question simple que vous pouvez demander à la personne, c'est de savoir votre journée type, comment ça se passe. Donc, votre journée normale, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites dès que vous êtes réveillé au courant de la journée? Qu'est-ce que vous faites? Et vous allez voir pour les personnes qui sont déprimées, il y aura beaucoup de temps qu'il faut vous dire, je passe mon temps à regarder la télévision par exemple. Je passe mon temps à rester au lit, à penser. Je pense beaucoup de temps en train de réfléchir sur ma vie, sur les problèmes qui m'arrivent, sur mon passé. Et donc, on va demander à la personne alors de s'activer. Désactiver comment? On peut proposer à la personne d'aller rendre visite à un ami, par exemple, et de donner certaines indications, par exemple, rester avec votre ami pendant 1 heure du temps, discuter de tout et de rien, aller voir tel ami qui se trouve à telle distance de chez vous. Ça peut être d'aller voir un ami, ça peut être d'aller dans une occasion, dans une cérémonie, on peut demander à la personne de le faire. On peut demander à la personne de faire des travaux qui l'intéressaient auparavant et qui ne les fait pas.
désormais. Mais attention, avec l'activation comportementale, cette technique ici, on va aller graduellement, progressivement, parce que la personne n'aura pas la capacité en fait de revenir sur sa vie comme il faisait tout. Il va donc se réveiller, aller au boulot, ou aller à l'école, faire les études, alors qu'il n'a pas besoin maintenant. On va aller progressivement. Pour aujourd'hui, par exemple, faites seulement ceci, 1 heure du temps, par exemple. Faites cela pendant 2 heures du temps, pendant 30 minutes. Le but, c'est d'activer la personne. C'est là que nous parlons d'activation comportementale. La deuxième technique, c'est ce que nous allons appeler l'exposition. Alors, l'exposition, c'est une des techniques la plus ancienne. C'est une des techniques la plus anciennes dans la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, il y a des sortes d'activation. Il y a l'activation en imaginaire et l'activation in vivo. Donc, in vivo, c'est-à-dire en pratique, la personne va s'exposer. La plupart des temps, on utilise ça dans le cadre des phobies, dans le cadre de la peur, bon, surtout chez les enfants, mais même chez les grandes personnes, qui ont la peur, par exemple, d'une chose, qui ont la peur, par exemple, d'un animal. Hein, il y a des gens qui ont peur des serpents, par exemple, qui ont peur de l'araignée, par exemple. Nous avons rencontré, je crois, un collègue à moi a rencontré aussi une personne qui avait tellement peur des postes de police qu'il ne pouvait pas y aller. Et donc, la méthode ici de l'exposition paraissait très, très importante. Donc, en premier lieu, comme je vous disais, on commence par une exposition imaginaire. La personne peut juste imaginer se trouver dans les postes de police, par exemple, ou il peut tout juste imaginer qu'il se trouve devant une araignée. Donc, l'idée, c'est d'abord qu'il puisse imaginer la situation sans avoir à aller dans cette situation-là. Et progressivement, on peut y aller à lui montrer, par exemple, des photos. Il peut regarder les photos, voir sa réaction, en fait, face à cette situation. Et après, on va entrer maintenant à l'exposition in vivo, maintenant, là où on peut soit demander à la personne, soit même l'accompagner si c'est possible face à cette situation, que ce soit si par exemple pour les personnes qui ont peur de l'araignée, petit à petit peut toucher la photo de l'araignée. Petit à petit, on peut le mettre en contact avec l'araignée. Pas nécessairement le toucher, mais être tout proche de l'araignée et ne pas fuir, en fait, ne pas avoir trop peur, beaucoup paniquer devant cette situation. Alors, la technique de l'exposition ici est beaucoup plus employée aussi dans le cadre des personnes qui ont les troubles post-traumatiques, hein, des stress post-traumatiques. On utilise beaucoup plus pour les gens qui ont ce qu'on appelle l'évitement. Ils peuvent éviter certains endroits. Alors, autre technique que je vais vous présenter maintenant, c'est la relaxation. En fait, la relaxation, c'est pour les stress, généralement pour les stress, mais on utilise aussi la relaxation dans le cadre des céphalées, des maux de tête, qu'on peut utiliser la relaxation aussi très facilement et c'est très génial, ça marche vraiment. Et pour utiliser la relaxation, il y a plein de techniques de relaxation. Peut-être je vais aussi vous faire une vidéo sur les techniques de relaxation. Mais généralement, ces relations-là peuvent varier en rapport avec la respiration. Par exemple, les techniques de la respiration, où on demande aux gens de respirer d'une certaine façon. Donc, on ne peut pas demander à la personne de respirer comme d'habitude, mais de contrôler sa respiration. Ça peut être la relaxation par des visualisations, où la personne peut se détendre, se mettre dans une position confortable, où il y a de visualiser un événement, de visualiser une situation là pour essayer de les calmer. Mais aussi pour la relaxation, j'ai déjà présenté une des façons de faire la relaxation, des façons de respiration. C'était la respiration au carré, je pense. C'est l'une de mes premières vidéos, de mes toutes premières vidéos là que je vais mettre ici. Dans cette vidéo là, je vous montre comment ça se fait en fait, cette respiration au carré et ça marche beaucoup plus pour les personnes qui ont parfois des palpitations qui ne sont pas dues en fait à des problèmes
organiques ou des problèmes cardiaques, mais on peut les aider. Aux personnes qui ont des problèmes d'angoisse, des troubles d'angoisse, on peut les aider beaucoup plus avec cette technique de respiration au carré. C'est une des techniques aussi de la relaxation. Autre technique de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est ce qu'on va appeler la restructuration cognitive. En fait, dans la restructuration cognitive, comme son nom l'indique, on va restructurer la pensée de la personne. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont, pas même plusieurs personnes, parce que nous tous, nous avons ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont les erreurs dans notre façon de penser. Nous pensons d'une certaine façon qui soit mauvaise. Et donc, c'est cette mauvaise façon de penser là, on va la changer par la restructuration cognitive. Comment ça se passe? On peut utiliser la colonne de Beck. Bon, je vais vous présenter la colonne de Beck aussi dans une autre vidéo parce que ici, la vidéo risque d'être trop longue, très longue alors. Mais alors, on va utiliser ça pour restructurer la pensée de la personne, pour changer sa façon de penser. Le but, c'est juste d'amener la personne à se dire que ce que j'étais en train de croire de moi n'est pas en fait vrai. Une personne qui se disait que je suis bête ou je suis venu accompagner les gens. Le terme est le plus employé d'ailleurs par plusieurs personnes qui se trouvent dans la dépression. Je suis venu accompagner les gens. En fait, un psychologue ne peut pas se contenter tout simplement de dire à la personne non, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas. Non. Alors, il faut que la personne soit très active et qu'il soit à mesure lui-même de restructurer son passé et de connaître que là, alors, il est en train de soit surgénéraliser, il est en train de généraliser beaucoup trop à partir d'une expérience, il est en train de généraliser sur toutes les autres expériences et de prédire des mauvaises choses qui peuvent lui arriver. Alors que ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour y parvenir, on va utiliser cette technique ici de la restructuration cognitive. Une autre technique qu'on utilise, on va utiliser la résolution de problèmes. La résolution des problèmes, c'est une des techniques qu'on utilise beaucoup plus pour aider les gens qui ont énormément de problèmes, qui pensent que leur vie va finir là, ils ont beaucoup de désespoir en fait. Alors, la résolution des problèmes, c'est va venir aider la personne pour résoudre ces problèmes comme son nom l'indique. Alors, la résolution des problèmes va se dérouler en 5 étapes. La première des choses, il faut identifier d'abord les problèmes qu'ils ont. Quel est mon problème? Et il peut y avoir plusieurs problèmes, c'est-à-dire j'ai des conflits avec un tel, on ne s'attaque pas avec mon mari par exemple, ou l'éducation des enfants m'est difficile à faire, ou moi-même j'ai des difficultés pour trouver un sens à ma vie. Et en fait, dans la résolution des problèmes, on doit identifier pour le premier problème. Et un seul problème, on va traiter pour éviter de mélanger les choses. Lorsqu'on a déjà identifié les problèmes, on va passer maintenant à un stade où on va donner des solutions. Ça, pourtant, imaginer quelles sont les solutions qui peuvent fonctionner ou qui ne peuvent pas fonctionner. Si j'ai ces problèmes, comment je peux faire pour sortir de cette situation, de ces problèmes? Et alors, la personne lui-même en thérapie, bien sûr, va vous proposer des solutions. Plusieurs, en fait. Plusieurs, parce que c'est ça le but. Plusieurs, c'est la phase où nous appelons les brainstorming, où il va donner plusieurs problèmes, donc plusieurs solutions. Et après avoir donné ces solutions, là, nous allons passer à la troisième phase, qui est la phase de l'évaluation. On va évaluer maintenant chaque solution que la personne a donné. Donc, j'ai un problème avec mon mari. Pour régler ces problèmes, je pense que je peux lui parler, par exemple. Et on va évaluer maintenant ces problèmes, soit en deux temps, les avantages, les inconvénients. Et quels sont les avantages de lui parler, par exemple, de dialoguer avec lui? Ce qu'il peut m'écouter, il peut changer, il peut, voilà. Quels sont maintenant les inconvénients de cette solution? C'est-à-dire, si je lui parle, quels sont les inconvénients? Généralement, il devient violent, il devient agressif, par exemple. Ce sont les inconvénients et ça peut avoir des mauvaises répercussions. Et en fait, on va faire cette évaluation-là pour chaque
solution que la personne va faire et on va passer à la quatrième phase où alors il y aura maintenant les choix de la solution. La personne va choisir la solution et lorsqu'il va choisir une des solutions qui va sembler être la meilleure, disons, par rapport à d'autres solutions, et il va entrer maintenant en fait à la phase 5 qui sera la phase de l'application. Il va aller appliquer maintenant cette solution-là que vous avez ensemble dans la thérapie. Donc vous allez choisir un délai, à quel moment je vais lui dire, par exemple, si lorsque nous serons à la table, par exemple, si quand il va rentrer du boulot, ou soit c'est les patients, la personne lui-même qui va elle-même alors qui va choisir à quel moment et donc comment passer à l'action, c'est la dernière phase. Donc abonnez-vous sur cette chaîne si vous avez trouvé cette vidéo très intéressante et dites-moi dans les commentaires quelle technique vous avez déjà appliquée ou que vous pensez appliquer prochainement et on se retrouve à la prochaine.